C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Il y a ce matin dans la presse israélienne, dans les sites d'information, une diversité de titres avec tout de même un avantage certain pour les derniers développements politiques intervenus hier à la Knesset et surtout pour leur interprétation. Ainsi ce matin, le Israël Hayom consacre sa manchette au vote en première lecture de la loi reportant de 100 jours une décision concernant le budget de l'État. Il s'agit de cette loi présentée par les députés Derech Eretz, Yoaz Endel et Tzvika Hauser. Le Israël Hayom cite ce matin une estimation selon laquelle Binyamin Netanyahou pourrait accepter le vote d'un budget biennal en échange d'un réajustement de l'accord de coalition qui lui permettrait, par exemple, d'avoir un droit de regard sur la nomination du patron de la police ou encore du procureur de l'État, de postes importants à pouvoir et surtout de postes qui, pour un Premier ministre incriminé dans des affaires judiciaires, ont une connotation particulière. À la présidence du Conseil, on rejette cette estimation, mais l'approche est intéressante. En double page 2 et 3 du Israël Hayom, le journal revient également sur un second développement intervenu hier à la Knesset, le rejet de la loi déposée par Yesh Atid et Yair Lapid interdisant à un député inculpé par la justice de former un gouvernement. Les quotidiens ont surtout remarqué l'impressionnante prise de bec entre Netanyahou et Yair Lapid à la tribune de la Knesset. Le Premier ministre, qui ne devait pas participer au débat et encore moins s'exprimer, a choisi ce débat pour prendre la parole, pour prononcer un discours de 25 minutes qui pourrait bien être le premier discours de campagne électorale du Premier ministre en perspective des 4e élections dont on parle beaucoup, on parle toujours. Gidon Alon, qui est le journaliste parlementaire le plus expérimenté en Israël, l'affirme en citant des extraits de cette vive altercation. Lapid a dit « Il n'est pas possible de gérer la crise plus mal que Binyamin Netanyahou l'a gérée. Le bonhomme vit dans un monde virtuel dans lequel les leaders l'appellent et l'adulent. La nuit, monsieur Netanyahou, vous vous imaginez dans une cellule de prison et ensuite vous ferez tout pour que cela n'arrive pas à lancer Lapid en direction du Premier ministre. Réaction du Premier ministre lorsqu'il est monté à la tribune de la Knesset. Je suis ici parce que le peuple m'a choisi comme Premier ministre. Et Lapid, lui, vient avec Ayman Odeh et remet en cause le choix du peuple. Vous, a lancé le Premier ministre en direction de Lapid, vous êtes toujours dans la posture de l'usurpateur. Vous n'avez pas le bac, vous n'avez pas de licence et vous avez tenté d'avoir un fake doctorat. Vous vous déguisez en démocrate, mais en fait, vous n'êtes rien d'autre qu'un dictateur avec une constitution que vous avez vous-même rédigée dans votre parti et avec une nomination à vie à la présidence de votre formation. Les hommes politiques donc se sont aussi écorchés via leurs pères respectifs. Netanyahou rappelant que le père de Yair Lapid, Tommy Lapid, qui était ministre de la Justice, était opposé à un projet de loi comme celui soumis hier par Yesh Atid, tandis que Lapid, lui, a déclaré « Dommage que vous n'ayez pas écouté votre père Benzion Netanyahou lorsque celui-ci vous avait dit de ne pas toucher à l'argent. Sinon, vous n'auriez pas les 3 actes d'accusation qui sont sur votre dos aujourd'hui. » On le voit donc, une joute oratoire extrêmement virulente qui semble être annonciatrice de nouvelles élections. D'ailleurs, les quotidiens israéliens considèrent que l'étonnante interview accordée hier par Sarah Netanyahou à la chaîne 12 s'inscrivait aussi dans l'enclenchement de cette campagne électorale pour le couple Netanyahou. Et interview entretien étonnant parce qu'il a été réalisé au téléphone et a duré 20 minutes, ce qui est peu courant dans le monde des médias, surtout lorsqu'il s'agit donc d'une interview par téléphone et même lorsqu'il s'agit d'une personnalité aussi importante que Sarah Netanyahou. Au cours de cette conversation, l'épouse du Premier ministre a affirmé qu'elle était, je la cite, une femme battue, Isha Mouka, et non pas par son mari bien entendu, mais par ceux qui l'insultent, elle et son fils et son époux lors des manifestations de la rue Balfour. Sarah Netanyahou de révéler qu'avec son fils, ils s'imaginent ensemble comment ils pourraient être victimes d'un attentat de la part de leurs opposants. Et ce matin, à ce propos, le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa première page à une enquête qu'il a menée et qui sera publiée demain dans l'édition du Shabbat sur ce qui se passe à l'intérieur de la résidence du Premier ministre, rue Balfour, avec une affirmation de celui qui est l'intendant de cette résidence et qui aurait dit que les femmes de ménage d'origine éthiopienne n'avaient pas le droit de monter dans les appartements du Premier ministre et de son épouse. Et puis ce matin, le Maariv publie un dernier sondage qui prouve à quel point la situation politique de M. Netanyahou est loin d'être rassurante. Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, le Likoud se retrouverait à 27 mandats contre 36 actuellement dans cette 23e Knesset. Yesh Atid obtiendrait 20 mandats. Yamina de Naftali Bennett continuerait à se renforcer avec 18 mandats. La liste arabe, 15 mandats. Bleu-Blanc s'effondrerait avec 9 mandats seulement. Le Chasse, 8. Le parti judaïsme de la Torah orthodoxe, 7.
comme également le parti laïque, ultra-laïque Meretz, ce qui donnerait une parité totale, 60-60 au niveau de la répartition des blocs, et ne permettrait donc pas à Benyamin Netanyahou de former un gouvernement donc à méditer. Mais après avoir détaillé la manière dont Lapid et Netanyahou se sont affrontés à la tribune de la Knesset hier, la presse israélienne a choisi de revenir sur un discours d'apaisement, de rapprochement, de réconciliation même, prononcé par une nouvelle députée. Elle s'appelle Tehila Friedman, elle appartient au parti bleu-blanc, elle est jeune, religieuse, et selon les analystes politiques, a réussi à émouvoir les députés qui étaient présents avant-hier lorsqu'elle a prononcé son premier discours du haut de la tribune depuis son arrivée dans l'hémicycle. Certains voudraient que nous continuions à nous affronter sans cesse, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble dans toutes les composantes de la société israélienne. Nous ne devons cesser de nous disputer ainsi. Il ne faut pas que le premier Israël l'emporte sur le second Israël, mais nous devons conclure une alliance des modérés de tous bords afin de réduire le poids et l'influence des extrêmes, a déclaré Tehila Friedman. Le Maariv consacre sa page d'ouverture ce matin à un développement sécuritaire important. La Défense nationale a terminé avec succès les essais d'une nouvelle version améliorée du système de défense antimissile Chetz, la flèche, le Chetz 2, un projet d'envergure réalisé avec l'étroite coopération des Américains. Cet essai est intervenu hier soir alors que le terrorisme des ballons incendiaires se poursuit dans le pourtour de la bande de Gaza. Et ce matin, c'est le Israël Hayom qui nous présente plusieurs familles israéliennes de cette région qui sont confrontées ces jours-ci à deux défis de taille, celui du coronavirus et celui des ballons incendiaires. La famille Ben Shushan de Netiva Sarah est l'une de ces familles. Elle parle d'incertitude à la fois face à la situation économique particulièrement douloureuse et face à la situation sécuritaire particulièrement instable. Et puis le Maariv publie ce matin également une liste que de nombreux Israéliens auraient beaucoup souhaité consulter. Mais en fait, il s'agit de la liste des pays vers lesquels les Israéliens pourront se rendre sans avoir besoin, en rentrant, de se placer en quarantaine. Une liste qui a été publiée hier soir en exclusivité par la chaîne 13 de la télévision israélienne. Mais il faut bien l'avouer, malheureusement, en tout cas, une liste bien maigre puisqu'elle ne concerne que 3 pays, la Croatie, la Bulgarie et une partie de la Grèce, plus exactement l'île de Rhodes en Grèce. Donc ces 3 pays pourront permettre à des touristes israéliens de les visiter sans avoir besoin de rentrer ensuite en quarantaine. L'annonce doit être faite officiellement cet après-midi, mais cette liste pourrait être complétée puisque les ministres chargés de prendre une décision à ce sujet hésitent également à propos de 4 autres pays, l'Italie, qui n'est pas des moindres, le Danemark, le Monténégro et le Rwanda. On ne sait pas exactement qui sont les Israéliens qui souhaiteraient aller dans la conjoncture actuelle au Rwanda, mais en tout cas, les quotidiens israéliens indiquent que le chef de la diplomatie grecque, Nikos Diandas, sera aujourd'hui en Israël pour une visite éclair pour débattre justement de la position de la Grèce concernant donc la réouverture des frontières avec son homologue israélien, le général Gabi Ashkenazi. Le Yediot croit savoir qu'il pourrait être question de réserver certaines îles grecques uniquement pour les touristes israéliens, comme par exemple l'île de Rhodes, mais également d'autres îles grecques seraient également envisagées. Le président de la compagnie de charter israélienne Israël a déclaré hier sur une radio privée « Nous sommes prêts à ouvrir des vols vers ces destinations, mais il est évident que les passagers devront effectuer un test au départ et à l'arrivée. » Le Yediot Aharonot interroge ce matin le commandant en chef de l'unité de Tsahal chargée des enquêtes épidémiologiques au sein de la défense passive. « Nous serons pleinement efficaces d'ici 10 jours, a-t-il déclaré, mais il reconnaît qu'il faudra encore patienter plusieurs semaines avant que nous n'assistions à une baisse du nombre de malades contaminés. Les quotidiens également se penchent sur les interrogations autour de la rentrée scolaire du 1er septembre. Il s'avère que les ministères de la Santé et de l'Éducation ne prendront une décision concernant cette rentrée que quelques jours avant cette date du 1er septembre. Les journaux indiquent également que Modi'in-Illit et Jérusalem comptent parmi les villes rouges les plus touchées par le virus, et ce sont les quartiers orthodoxes arabes de la capitale qui sont essentiellement concernés par le taux élevé de propagation du virus. Voilà donc pour cette revue de la presse un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée. Merci d'avoir été avec nous ce matin.